Le 7 octobre 1800, vers le Gange, la vigie du Mad-Mizen de la Confiance, navire corsaire, cria. Oh, d'en bas, oh! Oh là! Navire! Où? Sous le vent à nous, par le bossoir de bâbord, quasi sous le soleil. Où gouverne-t-il? Au nord, Est-il gros? très gros. Laissez arriver. Mettez le cap dessus. Un charivari infernal suit cet ordre. La moitié de l'équipage, qui repose en ce moment dans l'entrepont, se réveille en sursaut. En un clin d'œil, le pont du navire se couvre de monde. Surcouf réunit alors son état-major autour de lui et interroge les observations des officiers. Le navire en vue est long, bien élevé sur l'eau, bien espacé de mâture. En un mot, c'est un vaisseau de guerre de la Compagnie des Indes qui se rend de Londres au Bengale et qui, en ce moment, court bâbord à mur et serre le vent pour accoster la Confiance sous toute voile possible. À présent, ce navire doit-il faire monter à l'apogée de la fortune ou jeter son équipage, cadavre vivant, sur un affreux ponton? C'est là un secret que Dieu seul connaît. N'importe, on risquera la captivité pour acquérir de l'or. Tout le monde sur le pont, toute voile dehors. Puis après un silence de quelques secondes, Du café et du rhum du Bishop. Faites rafraîchir l'équipage. Branle-bas de combat. Branle-bas. au commandement de Surcouf, le bastingage s'encombre de sacs et de hamacs, destinés à amortir la mitraille. Les coffres d'armes sont ouverts, les fanaux sourds éclairent de leurs lugubres rayons les soutes aux poudres. Le chirurgien découvre, affreux cauchemar du marin, les instruments d'acier poli. Les panneaux se ferment, les garde-feux remplis de gargousses arrivent à leur pièce. Les écouvillons et les refouloirs se rangent aux pieds des servants, les bailles de combat s'emplissent d'eau, les boutefeux fument. Enfin, toutes les chics sont renouvelées, chacun est à son poste de combat. Cependant, le vaisseau ennemi grandit à vue d'œil et montre bientôt sa carène. À 10 heures, ses batteries sont parfaitement distinctes, elles forment 2 ceintures de fer parallèles de 38 canons. 26 sont en batterie, 12 sur son pont. C'est à faire frémir les plus braves. Une demi-lieue sépare à peine la Confiance du vaisseau ennemi. Mes amis, ce navire appartient à la Compagnie des Indes. Et c'est le ciel qui nous l'envoie pour que nous puissions prendre sur lui une revanche de la chasse que nous a donnée hier la Sibylle. Ce vaisseau, c'est moi qui vous le dis et je ne vous ai jamais trompé, ne peut nous échapper. Bientôt il sera à nous, croyez-en ma parole. Cependant, comme la certitude du succès ne doit pas nous faire méconnaître la prudence, nous allons commencer d'abord par tâcher de savoir si tous ces canons sont vrais ou faux. Apostrophant alors l'ennemi comme un adversaire en chair et en os, le capitaine se met à débiter, avec un entrain et une verve qui fait bouillir d'enthousiasme le sang de l'équipage. L'Anglais, irrité, envoie toute sa bordée. Ah, la bonne heure donc. Voilà qui s'appelle parler franchement. À présent, mes amis, assez causé. Soyons tout à notre affaire. Alors, après les 3 solennels coups de sifflet de rigueur, le maître d'équipage Gilbert commande. Chacun à son poste de combat. Et le silence s'établit partout. Ah, je croyais ce John Bull un East Indiaman. Enfin n'importe. Qu'il soit ce qu'il voudra, peu nous importe. L'essentiel pour le moment, c'est de nous en emparer. Ainsi donc, hissons le pavillon français en l'assurant d'un coup de canon. Cet ordre, qui rend le combat inévitable, est exécuté. Alors Surcouf appelle l'équipage autour de lui. Mais bon, mes braves amis, vous voyez sous notre grappin, par notre travers et à contrebord de nous, le plus beau vaisseau que Dieu ait jamais dans sa sollicitude mis à la disposition d'un corsaire français. Ne pas nous en emparer serait méconnaître la bonté et les intentions de la Providence, et nous exposer par la suite à toutes ses rigueurs. Sachez-le bien, ce portefaix qui nous débine à cette heure contient un chargement d'Europe qui vaut plusieurs millions. Il est plus fort que nous, direz-vous. J'en conviens, je vais même plus loin. J'avoue qu'il y aura du poil à aller pour la mariner. Oui, mais quelle joie quand après un peu de travail, nous partagerons des millions. Quel retour pour vous à l'Île-de-France. Les femmes vous accableront tellement d'œillades, d'amour et d'admiration que vous ne saurez plus à qui répondre. Et quelle bombance! Ça donne le frisson rien que d'y penser. À cette perspective d'un bonheur futur si habilement évoqué, un long murmure s'éleva dans l'équipage. Surcouf reprit. Prétendre que nous pouvons lutter avec ce lourdeau-là à coups de canon, c'est ce que je ne ferai pas, car je ne veux pas vous tromper. Non, nos pièces de 6 seraient tout à fait insuffisantes contre ces gros crash-mitrailles. Pas de canonnade donc.
car il abuserait de cette bonté de notre part pour nous couler. Voilà la chose en 2 mots. Nous sommes 130 hommes ici, comme eux sont à peu près 130 hommes là-bas. Bon. Or, chacun de vous voit un peu mieux, je pense, qu'un Anglais. Une fois donc à l'abordage, chacun de vous expédie son anglish. D'où il s'en suivra qu'au bout de 5 minutes, il n'y aura plus que nous à bord. Est-ce entendu? Oui, capitaine! On se précipite aussitôt sur les armes. Chacun se munit d'une hache et d'un sabre, de pistolets et d'un poignard. Puis, une fois que les combattants ont garni leur ceinture, ils saisissent les uns des espingoles chargées avec 6 balles, les autres des lances longues de 15 pieds. Quelques matelots, passés maîtres dans cet exercice, serrent énergiquement dans leurs mains calleuses un solide bâton. Pendant le cours des préparatifs, le vaisseau ennemi vire de bord vent devant pour rallier la Confiance et pouvoir ensuite la foudroyer tout à son aise. De leur côté, les Français exécutent la même évolution, afin de gagner sa hanche, tomber après sous le vent et lancer leur grappin à son bord. Il est à nous, mes amis! Il ne reste plus maintenant, pour forcer l'ennemi à accepter l'abordage, qu'à se placer sous le vent et par sa hanche de tribord. Cette position, rien ne peut empêcher les Français de la prendre. Seulement, il faut la payer par une 3e volée tirée à portée de mousquet. N'importe. Les corsaires ne peuvent laisser échapper, sans en profiter, la faute énorme et irréparable que l'ennemi a commise en se privant de sa grande voile. Les Français subiront cette dernière volée. Effectivement, le volcan de sa batterie fait irruption et éclate. L'orage de fer inonde le pont et enlève le petit mât de perroquet. Raison de plus pour persévérer. Il est évident que l'ennemi va être forcé de venir se mettre à la portée des grappins. Courage. La Confiance se place contre sa muraille de tribord et se cramponne à lui avec ses griffes de fer. Les 2 navires bord à bord et accrochés par les grappins, les verguent à mener presque sur le bastingage du Kent, présentent aux combattants un pont qui les conduit sur son gaillard d'avant. À l'abordage! À l'abordage! Drieux, second de Surcouf, conduit son escouade d'abordage avec autant de valeur que de présence d'esprit. Il franchit bientôt l'intervalle qui sépare les 2 navires, et atteignant le gaillard d'avant, tombe impétueusement sur l'ennemi, qui au reste fait bonne contenance. Les officiers anglais, trahis par leur brillant uniforme, commencent alors à tomber sous les balles infaillibles des chasseurs de Bourbon. Un officier ennemi, au milieu de cette boucherie, de ce pêle-mêle général, braque une pièce de l'avant dans la batterie, de façon à pouvoir prendre la Confiance en écharpe et y mettre le feu. Quelques matelots, qui passaient sur les bras et la verge de l'ancre, sont mutilés ou broyés, qu'importe, on les vengera. Drieux s'écrie à ce moment d'une voix de stentor. En avant, mes amis, profitons de cette reculade! Les Anglais ont beau foudroyer ce dangereux passage, quelques hommes tombent, mais pas un seul ne recule. Bientôt, les corsaires sont maîtres du gaillard d'avant du Kent. Mais ce point important qu'ils occupent ne représente que le tiers à peu près du champ de bataille. En attendant, la foule des Anglais entassés sur les passes avant n'en devient que plus compacte et que plus impénétrable. Enfin, le capitaine du Kent, nommé Rivington, comprend qu'il est temps de combattre sérieusement les malheureux aventuriers qu'il a si fort dédaignés d'abord. Il se met donc à la tête de son équipage, qu'il dirige avec beaucoup d'habileté. Malheureusement pour lui, Surcouf est maintenant à son bord. Surcouf, que la mort seule peut en faire sortir. L'intrépide breton agit et parle en même temps. Son bras frappe et sa bouche commande. Toutefois, il n'est pas sans inquiétude. Si la lutte se prolonge plus longtemps, les assaillants finiront par perdre leurs avantages. Or, une barricade composée de cadavres ennemis et français s'élève sur les passes avant et les sépare des Anglais. Cette redoute humaine arrête l'élan. Des 2 bords du gaillard d'avant du Kent, les hommes à qui Surcouf vient de faire parvenir secrètement ses ordres, chargent à mitraille 2 canons jusqu'à la gueule et les braquent sur l'arrière. Ouvrez les rangs sur les passes avant! Sa parole retentit encore quand les 2 pièces de canon se démasquent rapidement et vomissent leur mitraille, jonchant à la fois de cadavres et de débris humains les passes avant, les 2 bords du gaillard d'arrière et ceux de la dunette. À chaque sillon que cette fureur trace dans les rangs ennemis, de nouveaux combattants roulent, semblables à une avalanche, du haut de la dunette du Kent, et viennent remplacer leurs amis gisants, inanimés sur le gaillard d'arrière. Tout à coup, un déluge de grenades, lancé de la grande vergue de la Confiance avec une merveilleuse adresse, tombe au beau milieu de la foule ennemie et renverse une vingtaine d'Anglais. Ce nouveau désastre ne refroidit en rien l'ardeur des adversaires. Le capitaine Rivington, monté sur son banc de quart, les anime, les soutient, et dirige avec une grande habileté. Le capitaine Rivington, atteint par un éclat de grenade, est renversé de son banc de quart. On relève l'infortuné, on le soutient, mais il n'a plus que la force de jeter un dernier regard de douleur et d'amour sur ce pavillon anglais qu'il ne verra pas au moins tomber.
Puis, sans prononcer une parole, il rend le dernier soupir. Surcouf, à qui rien n'échappe, est le premier à s'apercevoir de cet événement. C'est une occasion à saisir. Mes amis, le capitaine anglais est tué, le navire est à nous! Un coup de hache, maintenant rien que des haches au premier rang! En serre-file les officiers avec vos piques! Emportons derrière à la dunette! C'est là qu'il y a la victoire! Le Breton, joignant un exemple à la parole, se jette tête baissée sur l'ennemi. Sa hache lance des éclairs et un vide se forme autour du rayon que parcourt son bras. En le voyant, on croit au héros d'Homère et on comprend les exploits de Duguesclin. Le combat cesse d'être un combat et devient une boucherie grandiose. Cependant, dès que le capitaine est bien assuré que cette fois la victoire ne peut lui échapper, il laisse pendre sa hache inerte à son poignet et ne songe plus qu'à sauver des victimes. Plus de morts, plus de sang, mes amis! Le Kent est à nous! Vive la France! Un immense hurrah répond à ces paroles, et Surcouf est obéi. Le carnage cesse aussitôt. Seulement, les matelots, excités par le combat, se souviennent de la promesse qui leur a été faite avant l'abordage. Ils ont le droit à 2 heures de la part du diable. La parole de Surcouf doit être toujours une chose sacrée, mes amis! Quelques minutes s'écoulent et le bruit continue. Seulement cette fois, des cris de femmes se mêlent aux clameurs des pillards. Ah, mon Dieu, j'avais oublié la plus belle partie de notre conquête. Allons à leur aide, mes amis. Aussitôt, le capitaine arrive devant les cabines occupées par les Anglaises. Ces dames, effrayées du tumulte qui s'est rapproché d'elles, demandent grâce et merci. Surcouf les rassure, leur présente ses respectueux hommages avec tout le savoir-vivre d'un marquis de l'Ancien Régime. S'excuse auprès d'elles du débraillé de sa toilette et s'inquiète de leurs besoins, et ne les quitte qu'en les voyant redevenus calmes et tranquilles. Toutefois, quoique pas un homme de l'équipage n'ait certes songé à abuser de la position de ses passagères, Surcouf place, par précaution, des sentinelles aux portes des cabines qu'elles occupent, en leur donnant pour consigne de tirer sur le premier qui voudrait pénétrer chez les Anglaises. Les avaries des 2 navires réparés, M. Drieux passa avec 60 hommes à bord du Kent, dont il prit le commandement. Les navires se dirigèrent, naviguant bord à bord, vers l'île de France. Ils eurent le bonheur de l'atteindre sans accident. Inoubliables furent l'enthousiasme et les transports que causèrent l'apparition de la Confiance et celle de sa magnifique prise parmi les habitants du port Maurice. Le débarquement fut un long triomphe. Surcouf, après une traversée accidentée au possible, trouva en arrivant les passes de la Gironde bloquées et parvint à débarquer la riche cargaison de la Confiance à La Rochelle, où il mouilla le 13 avril suivant. Quant à son mariage avec celle qu'il aimait, mademoiselle Marie-Catherine Blaise, il eut lieu à Saint-Malo le 28 mai 1801. On voit que Surcouf menait aussi rondement les affaires de sentiment que celles de sa profession. Le corsaire breton avait alors 27 ans.